Pour des millions de téléspectateurs, elle était la mère parfaite, le centre calme de la petite maison dans la prairie. Karen Grassle a apporté dignité, compassion et force au rôle de Caroline Ingalls. Pourtant, pendant près d'un demi-siècle, elle a porté une vérité qu'elle n'avait jamais révélée. Aujourd'hui, à 83 ans, son silence a pris fin et l'histoire qu'elle raconte projette une longue ombre sur l'un des hommes les plus aimés de la télévision. Ce qui s'est passé en coulisses de cette fameuse maison de la prairie est bien plus sombre que l'image saine que le public croyait. Une émission adorée avec une histoire cachée. Lorsque La petite maison dans la prairie a été diffusée pour la première fois en 1974, elle a immédiatement trouvé un écho auprès du public. Basée sur les livres chéris de Laura Ingalls Wilder, la série se présentait comme un drame familial empreint de valeurs, de persévérance et d'esprit pionnier. Michael Landon, déjà une vedette grâce à ses 14 années dans Bonanza, en devint la force motrice. Il n'était pas seulement l'acteur principal incarnant Charles Pa Ingalls. Il était aussi producteur exécutif, réalisateur fréquent et souvent celui qui réécrivait ou ajustait les scénarios. C'était, à bien des égards, sa création. En face de lui se trouvait Karen Grassle, choisie pour jouer Caroline Ma Ingalls. Pour Grassle, actrice formée à Berkeley et à la London Academy of Music and Dramatic Art, c'était l'opportunité qu'elle attendait depuis longtemps. Avant ce rôle, elle avait eu des difficultés financières en travaillant au théâtre. Son CV comprenait Broadway, Shakespeare in the Park et des compagnies en tournée, mais rien ne lui assurait de stabilité. Lorsqu'elle auditionna pour La petite maison, elle prit un risque calculé en dépensant $40, une somme importante pour elle à l'époque, pour une simple robe de laine. Michael Landon se serait levé après sa lecture et aurait déclaré « Envoyez-la à la garde-robe ». Ce moment changea sa vie. Au début, Grassle admirait profondément Landon. Il était charismatique, drôle et infatigable dans son dévouement. Dans les interviews qu'elle donna plus tard, elle reconnut à quel point il l'avait soutenue lors de l'épisode pilote, patient alors qu'elle s'adaptait aux jeux télévisés. Elle le décrivit comme extrêmement gentil et sensible et un bon réalisateur qui m'a donné une chance de trouver mes marques. Pour la jeune actrice novice à la télévision, c'était une bénédiction. Mais à mesure que la série gagnait en popularité et devenait un succès d'audience, des fissures apparurent. En coulisses, la domination de Landon sur le plateau devenait difficile à ignorer. Il contrôlait non seulement les scénarios et les performances, mais aussi le ton et l'ambiance de travail. Selon Grassle, la première véritable tension apparut durant la deuxième saison, diffusée entre 1975 et 1976. Elle estimait que son salaire ne reflétait pas son rôle de l'un des deux adultes principaux. À ce stade, La petite maison générait déjà des ventes de produits dérivés, une grande fidélité des fans et de fortes audiences pour NBC. Grassle pensait mériter une compensation équitable. Lorsqu'elle aborda Landon et la chaîne pour renégocier son contrat, la réaction fut glaçante. Landon la prit à part pour des conversations privées. Il lui expliqua que les tests du réseau montraient que Caroline Ma Ingalls n'était pas le personnage préféré, donc il ne voulait pas la payer davantage. L'implication était claire, elle était remplaçable. Landon insista pour que son salaire soit aligné sur celui des acteurs enfants, malgré son statut de rôle féminin principal. Pour Grassle, ce n'était pas seulement insultant, c'était humiliant. Elle se souvint avoir été choquée de voir ses contributions ainsi écartées de façon si brutale. Sa demande d'équité marqua un tournant. Landon, autrefois soutenant, devint froid. Sur le plateau, elle affirma qu'il commença à la mettre mal à l'aise lors de scènes intimes, en particulier celles où leurs personnages étaient assis ensemble dans un lit. Dans une interview à People, elle se rappela que Landon racontait des blagues obscènes alors qu'ils étaient en position rapprochée avec les projecteurs braqués sur eux et des membres de l'équipe autour. Elle décrivit un sentiment d'emprisonnement.
J'étais dans ce petit lit, dans cette petite chambre, entouré d'hommes et sans issue. Les rires des autres ne firent qu'accentuer son humiliation. Le poids du silence et la tension du contrôle. Au milieu des années 1970, la petite maison dans la prairie s'était imposée comme l'un des programmes les plus réussis de NBC. Partout en Amérique, les familles se réunissaient chaque semaine pour voir la famille Ingalls affronter les épreuves de la frontière avec amour, unité et résilience. Mais tandis que le public voyait chaleur et harmonie à l'écran, Karen Grassel commençait à ressentir quelque chose de bien différent derrière la caméra. Après le conflit salarial de la deuxième saison, l'atmosphère changea. Grassel le remarqua presque immédiatement. Bien que Michael Landon ne l'ait jamais attaqué directement dans des confrontations explosives, il avait sa propre manière de manifester son mécontentement. Les intrigues qui avaient autrefois permis à Caroline Ingalls de briller étaient de plus en plus réduites ou modifiées. Dans les épisodes où elle avait été le centre émotionnel, son rôle paraissait plus petit, ses répliques moins nombreuses. Le déséquilibre n'était pas un hasard, c'était un message. Grassel avait osé demander l'égalité et on lui rappelait désormais qui détenait le pouvoir. Elle continua à se présenter, à jouer son rôle, car elle connaissait les enjeux. Dans l'industrie télévisuelle des années 1970, une femme de plus de 30 ans occupant un rôle principal était déjà une rareté. Si elle partait ou poussait trop loin, rien ne garantissait une nouvelle opportunité. Elle ravala donc sa frustration et tenta de s'adapter. Plus tard, elle admit dans des interviews avoir choisi le professionnalisme plutôt que la confrontation, espérant qu'en étant la gentille fille, en jouant le rôle et en gardant le silence, la tension finirait par s'apaiser. Mais le silence avait un prix. Le comportement de Landon sur le plateau devenait plus audacieux. Grassel se souvenait que son humour, autrefois inclusif, prenait désormais une tournure plus acerbe et humiliante. Pendant le tournage de scènes intimes entre Charles et Caroline, il lançait des blagues grossières sur les femmes, le sexe et même son apparence. Pour l'équipe, c'étaient des moments drôles qui rompaient la monotonie des longues heures de travail. Pour Grassel, c'étaient des instants de dégradation. Elle se sentait piégée devant les caméras, incapable de réagir sans risquer son emploi, mais incapable aussi d'oublier la douleur de ses mots une fois le tournage terminé. Il n'y avait aucun service RH à qui se plaindre, aucun soutien syndical capable d'intervenir réellement dans cette dynamique. Sur un plateau dirigé presque entièrement par Michael Landon, sa parole faisait loi. Karen Grassel devait endurer. Dans ses mémoires, Bright Lights, Prairie Dust, publiées des décennies plus tard en 2021, elle admit que la partie la plus difficile n'était pas seulement l'inégalité salariale ou les blagues humiliantes. C'était l'isolement. Elle n'avait personne à qui se confier, aucune échappatoire à la douleur qu'elle portait. Même ses collègues, pour la plupart des enfants à l'époque, étaient soit inconscients de la situation, soit peu enclins à remettre en question l'autorité de Landon. En dehors du plateau, la vie personnelle de Grassel n'était pas moins agitée. Son premier mariage avec l'acteur Leon Russom s'était effondré en 1970, la laissant porter non seulement le poids émotionnel du divorce, mais aussi des difficultés financières qui l'avaient poursuivi depuis le début de sa carrière. Elle se retrouva à sombrer dans des habitudes destructrices qui rappelaient celles de son père, Eugene, alcoolique suicidaire. Grassel commença à boire abondamment, cachant souvent ses excès derrière du vin lors de dîners ou de soirées. Elle avoua plus tard dans son livre qu'elle menait une double vie. Actrice professionnelle admirée par des millions et femme privée noyant son désespoir dans l'alcool. Durant ces années, elle fit aussi de mauvais choix relationnels, dont une liaison avec l'acteur Gilles Gérard, invité en 1977 dans un épisode intitulé « The Handyman ». Grassel confessa avoir été captivée par son charisme, bien qu'elle fût alors en couple. Ce qui avait commencé comme une simple attirance se transforma en quelque chose de plus, pour se terminer brutalement lorsque Gérard l'informa qu'elle avait contracté une infection sexuellement transmissible.
Humiliée, Grassle dut avouer sa liaison à son partenaire. « Je n'avais aucune défense », admit-elle plus tard, et la honte de cet épisode pesa lourdement sur elle. Les parallèles entre les habitudes destructrices de son père et les siennes devinrent impossibles à ignorer. Comme lui, elle s'automédicamentait avec l'alcool et comme lui, elle sombrait souvent dans le désespoir. Mais contrairement à son père, Karen devait maintenir une image publique. Pour des millions de téléspectateurs, elle était Ma Ingalls, digne, aimante et infiniment forte. Cette dualité, être perçue comme un modèle de stabilité tout en se désagrégeant en privé, devint l'un des fardeaux les plus lourds de sa carrière. Addiction, point de rupture et sobriété. À la fin des années 1970, Karen Grassle menait 2 vies. Pour les millions de fans qui la regardaient chaque semaine, elle était la sereine et maternelle Caroline Ingalls, le pilier de la famille dans la petite maison dans la prairie. Mais en coulisses, sa lutte contre l'alcool s'intensifiait. Ce qui avait commencé comme un moyen d'atténuer la douleur du rejet et de l'humiliation sur le plateau était devenu bien plus destructeur. Grassle elle-même admit que l'alcool l'accompagnait depuis ses années universitaires à Berkeley, lorsqu'elle avait commencé à boire au milieu du stress académique et du tumulte de la contre-culture hippie. Mais désormais, dans la trentaine et jouant dans une série à succès, sa consommation s'était aggravée. Par moments, elle se décrivait comme une alcoolique hautement fonctionnelle, capable de jouer son rôle de manière convaincante tout en sombrant en privé dans le désespoir. Elle confessa plus tard qu'elle voulait boire comme tout le monde, juste assez pour se détendre et s'amuser, mais que cela ne fonctionnait jamais ainsi. Je devenais horriblement ivre et j'éclatais en sanglots. Je pleurais, je faisais des scènes, j'avais l'impression que tout dans ma vie allait mal. Le point de rupture survint en 1977, lors de 2 incidents humiliants qui la forcèrent à affronter la réalité de sa situation. Le premier eut lieu lorsqu'elle organisa un déjeuner pour ses collègues sur le plateau. Bien qu'elle ne buvât presque jamais pendant le travail, elle s'autorisa un verre de vin. Plus tard, dans l'après-midi, de retour sur le tournage, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait penser qu'à la bouteille laissée derrière elle. Elle sortit à plusieurs reprises pour fumer, se rincer la bouche, se passer de l'eau sur le visage, mais l'envie restait obsédante. « C'était vraiment humiliant », confia-t-elle à People. « Mon esprit ne cessait de crier « Va chercher ce vin ». Le deuxième incident arriva une semaine plus tard, lors d'une conférence féministe où elle devait prononcer un discours. Nerveuse, elle but plus que prévu. Sur scène, ses remarques s'éternisèrent, et elle sentit la gêne du public composé de femmes qu'elle respectait profondément. Une participante l'affronta plus tard, lui disant sans détour qu'elle avait un problème d'alcool. « J'étais stupéfaite », se rappela Grassle. « Je ne pouvais pas le voir. » Mais au fond d'elle, elle savait que c'était vrai. Peu après une nouvelle nuit de forte consommation et une violente dispute avec une amie proche, Grassle se réveilla en larmes. Ce matin-là, elle fit le serment qui allait changer sa vie. « C'est fini, je ne dois plus jamais boire. » Elle chercha de l'aide, rejoignit des personnes en rétablissement et adopta progressivement la sobriété. Le chemin ne fut pas linéaire, mais pour la première fois, elle se sentit déterminée à briser le cycle qui avait détruit son père et avait failli la détruire elle aussi. Tragiquement, quelques mois seulement après son entrée en cure, son père Eugene mourut des suites de l'alcoolisme. La perte fut dévastatrice, mais renforça sa résolution. « Je n'avais pas besoin que l'on me dise que c'est une maladie mortelle », déclara-t-elle plus tard. Sa mort fut à la fois un avertissement et une validation sinistre de ses craintes. Si elle n'arrêtait pas, elle suivrait le même chemin. En 1978, Karen Grassle s'était engagée pleinement dans la sobriété. Sa santé s'améliora, sa clarté revint, et elle commença à sentir le poids de la honte des années s'alléger. Elle vit même sa carrière rebondir à mesure que sa concentration se renforçait. En 1979, son salaire avait doublé et elle avait regagné une partie du respect qui semblait perdu. L'érosion de la confiance et la lutte pour le respect. Au début des années 1980,
La petite maison dans la prairie restait l'un des programmes les plus fiables de NBC. Les familles se réunissaient fidèlement pour voir la famille Ingalls affronter les épreuves et célébrer les victoires. Pourtant, tandis que le public voyait l'image d'une vie familiale parfaite, la relation professionnelle entre Karen Grassle et Michael Landon était plus tendue que jamais. Pour Grassle, le plateau était devenu un lieu d'humiliation silencieuse, même si elle s'efforçait de garder la tête haute. À ce stade, Grassle avait déjà mené, et gagné, sa bataille contre l'alcool. La sobriété lui avait rendu sa lucidité, mais elle la rendait aussi très consciente du déséquilibre et du manque de respect qu'elle subissait sur le plateau. Les blessures du conflit salarial des années précédentes ne s'étaient jamais totalement refermées. Landon restait réticent à la reconnaître comme son égale, alors même que Caroline Ingalls était centrale au succès de la série. Lorsqu'elle insista pour une plus grande reconnaissance, les scénarios commencèrent à changer. Des moments émotionnels clés, autrefois réservés à Caroline, furent soudain attribués à Charles. Des scènes entières furent réécrites et sa présence réduite de façon trop ciblée pour être une coïncidence. En privé, Grassle admit que le plus difficile n'était pas seulement de perdre des répliques ou du temps à l'écran. C'était la sensation d'être effacée, de voir le personnage qu'elle avait contribué à créer dépouillé de sa profondeur et de son importance. Elle s'attendait à ce que la petite maison soit un travail collaboratif, mais ce qu'elle affronta fut plutôt un lieu dominé par la vision et les rancunes d'un seul homme. Il était clair que c'était une question de contrôle, dirait-elle plus tard. Landon détenait le pouvoir et il utilisait les scénarios eux-mêmes pour le lui rappeler. Sur le plateau, l'atmosphère pouvait être encore plus pénible. L'humour cru de Landon devenait de plus en plus dérangeant pour elle. Il était connu pour raconter des blagues sexuelles explicites lors du tournage des scènes de chambre, où Caroline et Charles partagèrent des conversations tendres. Sous le regard de l'équipe technique, Grassle se sentait souvent exposé et acculé, incapable de fuir ou de protester sans être étiqueté de « difficile ». Elle décrivit ces moments comme profondément humiliants, la pièce éclatant de rire tandis qu'elle restait figée, tentant de garder contenance. Ce que le public voyait plus tard comme un moment chaleureux et intime entre mari et femme avait, pour elle, été terni par une expérience dégradante. L'isolement était étouffant. Contrairement à aujourd'hui, où les acteurs peuvent se sentir plus libres de dénoncer un comportement inapproprié, la culture d'Hollywood à la fin des années 1970 et au début des années 1980 n'offrait aucun filet de sécurité. Les départements RH n'existaient pas sur les plateaux et les syndicats avaient peu de poids face au harcèlement ou aux représailles subtiles. Grassle savait que si elle parlait, elle risquait de ne plus jamais travailler. Alors elle endura. Elle disait ses répliques, souriait lors des interviews et gardait le silence, même si sa confiance s'érodait. Pourtant, Grassle n'était pas totalement impuissante. Sa sobriété lui avait donné une nouvelle résilience, et elle apprit à s'adapter en restant professionnelle quelles que soient les circonstances. Elle s'investit aussi dans son rôle de mère de substitution auprès des jeunes acteurs, en particulier Melissa Gilbert, qui l'admirait. Grassle s'efforça de donner aux enfants stabilité et réconfort, même si elle-même ressentait le poids de l'exclusion. Vie après la petite maison et l'adieu final. Lorsque la petite maison dans la prairie prit fin en 1982, Karen Grassle ressentit à la fois un soulagement et une incertitude. Elle avait incarné Caroline, Ma, Ingalls, pendant près d'une décennie, et si ce rôle l'avait rendue célèbre, il s'était aussi accompagné d'années d'humiliation silencieuse et de respect décroissant sur le plateau. Quitter la série signifiait refermer un chapitre qui avait défini sa carrière, mais aussi entrer dans un avenir incertain, sans la stabilité d'un feuilleton au long cours. Grassle retourna à son premier amour, le théâtre. Tout au long des années 1980, elle se produisit sur scène à travers les États-Unis, dans des productions régionales comme dans des pièces plus prestigieuses,
renouant avec l'art qui l'avait d'abord attiré vers la comédie. Pourtant, malgré son expérience, il lui fut difficile de retrouver la visibilité qu'elle avait eue à la télévision. Pour le public, elle restait avant tout Ma Ingalls. Les directeurs de casting peinaient à voir au-delà de la figure maternelle pionnière, et les opportunités restaient limitées. Sa vie personnelle, elle aussi, fut marquée par des bouleversements. Après l'échec de son premier mariage avec Leon Russom en 1970, Grassl épousa l'écrivain James Alan Radford en 1982. Ensemble, après avoir affronté des problèmes de fertilité, ils adoptèrent un fils, Zachary. La maternité lui apporta un nouveau sens à sa vie, et elle décrivit l'éducation de Zachary comme l'une des plus grandes bénédictions qu'elle ait connues. Mais, comme son premier mariage, cette union finit par se déliter, et en 1987, ils divorcèrent. Un troisième mariage avec Scott T. Sutherland commença en 1991, mais se termina également après près d'une décennie. Même si sa vie privée évoluait, l'ombre de Michael Landon demeurait. Bien que leur relation se fût détériorée au sommet de la petite maison, Grassl ne rompit jamais totalement le lien émotionnel qui l'unissait à lui. Ils avaient partagé trop d'années, trop d'histoires, côte à côte, en tant que couple préféré de l'Amérique. Dans des interviews, elle avoua que le lien à l'écran entre Charles et Caroline Ingalls semblait parfois étrangement réel, même si les tensions couvaient en coulisses. En 1991, une nouvelle bouleversante secoua Hollywood. Michael Landon avait été diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Le pronostic était sombre. Les fans pleuraient, ses collègues envoyaient des messages de soutien, et le monde du divertissement observait l'un des visages les plus emblématiques de la télévision affronter le combat de sa vie. Pour Grassl, la nouvelle fit ressurgir une vague d'émotions complexes. Elle l'avait méprisé. Elle avait enduré sa cruauté et s'était sentie écartée par son contrôle. Mais elle avait aussi admiré son talent et devait une grande partie de sa carrière à l'opportunité qu'il lui avait donnée. Au début, elle hésita à le contacter. Que dire à un homme qui vous avait à la fois porté et brisé? Finalement, elle fit ce qu'elle savait le mieux faire. Elle écrivit. Dans une lettre sincère, Grassl remercia Landon pour l'opportunité qu'il lui avait donnée, et surtout, elle lui pardonna. Elle ne fit pas la liste des griefs, n'ouvrit pas les vieilles blessures. Elle choisit la grâce. La lettre fut envoyée, et à sa grande surprise, elle apprit plus tard que Landon l'avait lue et avait pleuré. Cette lettre, simple et discrète, fut l'un des derniers messages que Michael Landon reçut avant sa mort, le 1er juillet 1991, à seulement 54 ans. Pour Grassl, c'était suffisant. Elle n'avait pas besoin d'une réconciliation publique ou de gestes grandioses. Savoir qu'il avait lu ses mots et compris son pardon avait allégé un fardeau qu'elle portait depuis près de 20 ans. Briser le silence et dire la vérité. Après la mort de Michael Landon en 1991, Karen Grasso porta à la fois les souvenirs douloureux de leurs années sur la petite maison dans la prairie et le soulagement discret d'avoir pu se réconcilier avant son décès. Pendant des décennies, elle évita de parler ouvertement, restant « ma » aux yeux des fans, tout en gardant pour elle les cicatrices d'humiliation, de contrôle et de silence. Dans les années 1990 et 2000, elle retourna au théâtre, joua dans des films comme Wyatt Earp, Lasso et Not to Forget, mais resta constamment associée à son passé. Par loyauté, elle donnait toujours des réponses polies lorsque Landon ou la série étaient évoqués, sans jamais révéler la part plus sombre de l'histoire. Cela changea en 2021, lorsqu'à 79 ans, elle publia ses mémoires Bright Lights, Prairie Dust. Pour la première fois, elle parla de ses combats contre l'alcoolisme, de ses mariages ratés et de la dure réalité de son travail avec Landon, les intrigues réduites, les blagues grossières et l'isolement qu'elle avait enduré. Ces révélations bouleversèrent les fans, qui avaient longtemps vu en Landon un père de famille irréprochable. Pourtant,
Grassle ne le diabolisa pas. Elle reconnut son talent et son charme, mais insista « La grandeur et la cruauté peuvent coexister ». Au même moment, elle dut affronter un autre défi. Un cancer du sein à un stade précoce, diagnostiqué pendant la pandémie. Après une opération et une radiothérapie en 2021, elle parla ouvertement de l'importance du dépistage précoce, faisant preuve de la même résilience qui avait marqué sa vie. L'impact de ses mémoires fut immédiat. Des fans et des femmes d'Hollywood lui écrivirent pour la remercier, partageant leurs propres histoires de silence gardé. Certains critiques l'accusèrent de ternir l'héritage de Landon, mais le monde avait changé. Les gens étaient prêts à entendre des vérités inconfortables. Aujourd'hui, Karen Grassle vit discrètement, consacrée à son fils, à sa santé et à son art. Mais son histoire reste un rappel. Même les séries les plus aimées peuvent cacher des vérités douloureuses, et lorsque celles-ci finissent par émerger, elles changent la façon dont l'histoire est perçue. L'histoire de Karen Grassle nous rappelle que même les héritages les plus lumineux portent parfois des ombres. Elle fut la mère de l'Amérique, mais derrière les coulisses, elle menait des combats que peu connaissaient. Maintenant que sa voix s'est fait entendre, comment voyez-vous la petite maison dans la prairie différemment? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester connecté pour d'autres histoires restées dans l'ombre.